C'est parti. Donc, aujourd'hui, le field break, c'est sur Ansible. Donc, Ansible, c'est quoi? C'est de l'automatisation du service informatique. Et bon, je vais commencer avec les technologies. Donc, Ansible, ça s'articule autour de trois choses. Donc, le paquet Ansible, qui va contenir des binaires. Il y a plusieurs binaires qui permettent de faire différentes actions avec Ansible. Il y a une composante importante, c'est le YAML. Donc tous les fichiers qu'on va écrire et qu'on va donner à Ansible pour qu'il réalise ces actions, ça va être du YAML. Et la troisième chose qui vient compléter ça, c'est du Jinja 2. Et ça, c'est un langage de templating. Donc ça va nous permettre, avec ces trois technologies, de définir des ressources dans le YAML, éventuellement définir des templates avec le Jinja 2 qui vont pouvoir être remplis via des variables qu'on va lui passer en YAML. Et tout ça, ça va être exécuté via une commande Ansible, que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, Qu'est-ce que ça fait, Ansible? Ansible, qu'est-ce que ça fait? Alors, je vais commencer avec un schéma, ce sera plus simple. Donc ici, ça va être du YAML. Ça va constituer notre playbook. Le playbook, ça va être un ensemble d'actions. Par exemple, vous voulez installer Docker. Vous allez sur le doc de Docker, vous allez commencer à lire le README comment installer Docker. Typiquement, il va vous dire d'ajouter une clé pour que son repo soit identifié, ensuite d'ajouter le repo, ensuite de faire des commandes apt et ensuite de faire des vérifications pour être sûr que vous avez la bonne version d'Ansible, actuelle, à jour. Et de Docker. De Docker, pardon. Du coup, ça, on va pouvoir le mettre dans un fichier sous forme de YAML, ce qui fera que ce sera plus simple à lire que du shell pour ceux qui ont tendance à ne pas être familiers avec le shell. Voilà. Et du coup, ces actions-là, on va pouvoir seeder, enfin leur fournir des variables pour éventuellement modifier l'action en fonction du serveur sur lequel on intervient. Donc, très concrètement, on va avoir notre fichier YAML qui définit les actions et des variables. Ici, on va avoir notre Jinja 2. Typiquement, pour Docker, ça va être le docker.config, sauf que là, il va être appelé docker.config.j2 pour qu'il l'identifie comme étant du Jinja 2. Et à chaque fois qu'on voudra une variable qui soit, qu'elle soit remplacée par son équivalent dans le YAML, on va pouvoir lui mettre une syntaxe avec deux accolades, la var, le nom de la variable, et deux accolades. Du coup, par exemple, ça va vous permettre de binder, de faire en sorte que Docker écoute sur votre interface. Donc, pour ça, comment il fait? Ici, on va avoir le Ansible. Ansible. Qui va prendre ces ressources-là, on va lancer la commande, et du coup, ici, on va avoir deux serveurs. Donc, serveur 1 et serveur 2. Et donc, ensuite, Ansible, à partir d'ici, il va faire une connexion SSH vers chacun des serveurs, réaliser chacune des actions qui est listée dans les tâches, et éventuellement, si on lui a fourni un template qu'il doit exporter sur le serveur de destination, en fait, ici, en sortie, il va avoir généré le fichier issu du template et des variables qui va aller poser sur le serveur via une connexion SSH. C'est un peu fouillis. Tu peux t'assurer de la bonne exécution de chaque tâche dans le terminal SSH? En terminal SSH? Non, mais en gros, là, ton playbook, imagine que tu as à un moment un apt-get install qui fail. Comment est-ce que tu as un retour en fait? Oui, tu as un retour. En fait, chacune des tâches qui sont listées ici, on peut leur mettre un name. Bon, je vais faire un exemple de tâche. Tu peux effacer et recommencer en haut. Si tu veux. Ouais. Mais non, je vais peut-être plutôt continuer comme j'avais imaginé que j'allais continuer cette présentation. Du coup, je vais vous faire un exemple de tâche, comme ça sera plus clair pour tout le monde.
Donc typiquement, je ne vais pas vous réécrire, mais on fait des apt add qui, la clé du GPG, apt, ensuite on édite le fichier source.list pour ajouter le dépôt qui va nous installer le paquet qu'on veut. Ensuite on va lancer la commande apt get install pour récupérer ce paquet. Et tout ça, alors dans un playbook, ça va avoir cette tête-là. Donc on va avoir une première section avec host qui va définir en fait il y a quelques paramètres à remplir qui vont définir le mode de connexion, donc l'utilisateur à utiliser pour se connecter, éventuellement un mot de passe. Le mot de passe, on va pouvoir préciser si on le demande à l'utilisateur à chaque run de Ansible, si on le donne directement ici, si on le prend dans un fichier crypté, c'est assez configurable. Ensuite, on va arriver aux tasks. Donc, les tasks qui vont être listées là, elles comptent pour la section host qui a été définie au-dessus. Par exemple, ici, je peux remettre un host et faire d'autres tâches. Ici. À ce moment-là, je peux targeter un premier host ici et un deuxième host ici. Donc, par exemple, ici, ça va être le serveur de base de données. On va lui installer MySQL. Ensuite, on va passer au deuxième serveur, le frontal. Et on va pouvoir récupérer des valeurs issues du premier run pour les insérer dans le deuxième run. Typiquement, configurer l'application pour qu'elle se connecte sur l'IP de la machine host. Comment tu peux récupérer des variables dans tes premières tasks? Des variables. D'accord. C'est en fait toutes ces tasks, toutes les tasks qu'on va lister ici font appel à des modules. Donc les modules, c'est quoi? Ça va être différentes unités d'exécution vis-à-vis, enfin pas vis-à-vis, mais en regard d'une commande particulière. Par exemple, on va avoir un module shell qui lui prend juste des commandes shell, toutes simples. Donc ici, on va avoir une propriété commande. Désolé pour l'écriture, c'est pas très propre. Et là, on peut lui mettre /bin bash et des commandes bash. Donc quand on voit ça, on se dit pourquoi on n'utiliserait pas directement du shell. Ça va permettre des choses en plus. Parce que par exemple, une commande va pouvoir avoir 0 en état de sortie, donc être considérée comme ayant marché, mais on va pouvoir dire quand même à Ansible que nous, on considère que ça n'a pas marché. On va avoir des options qui sont en dehors du module. Donc ça, on a le premier niveau shell, on rentre dans commande, mais après, on peut avoir d'autres switches, d'autres actions vis-à-vis du module. Par exemple, on peut mettre un fails when. Et par exemple, s'il y a un message de retour dans la commande apt style on n'a pas configuré ce truc-là parce qu'il y avait déjà une configuration existante, et ben on peut lui faire comprendre qu'on veut que nous, ça ne corresponde pas à ce qu'on attend, même si la commande sort avec un état 0. Si une commande ou si un module sort avec un état différent de 0, Ansible fail s'arrête et vous montre la tâche qui a fail avec le message d'erreur produit. Donc en dehors du module shell, on va avoir d'autres modules, par exemple apt, tout simplement, qui va permettre de faire des commandes apt. Donc on va mettre le nom du paquet, on va lui fournir le name, Docker, par exemple, et state. Parmi ces deux propriétés, il y en a qui ont des valeurs par défaut. Name n'a pas de valeur par défaut, sinon apt vous installerez quelque chose par défaut qui est censé ne rien faire. Par contre, le state, la valeur par défaut, c'est présent. Présent, ça veut dire qu'on veut que apt installe le Docker et que le paquet soit donc présent sur la machine. On va pouvoir mettre absent si jamais on veut le désinstaller. Et à ce moment-là, s'il est présent, il va être désinstallé. Typiquement, quand vous avez de l'automatisation, si vous désinstallez un paquet qui n'existe pas, il va vous cracher, ce paquet n'est pas sur la machine, ça peut être considéré comme une erreur. Là, le module va prendre en compte le fait que vous voulez qu'il ne soit pas là, que si on dit qu'il est déjà pas là, normalement c'est que c'est bon. Voilà. Par contre, il réexécute toutes les tasks à chaque fois. Pardon.
il réexécute toutes les tasks à chaque fois. Quand tu vas lui redire Ansible, vas-y, exécute-moi ce fichier Ansible. Tout à fait. Il va refaire toutes les tasks, sauf si tu utilises les tags. Tu avais une question? Je laisse... Juste pour voir, donc là ce que tu dis c'était la structure du fichier Jinja. Non, ça c'est le YAML. Ah, ça c'est le YAML. Le Jinja. En fait, le YAML, tu as une structure, tu as host, task, comme ça, n-fois. Et après, s'il y a un ordre à ça, après c'est l'échelle, après les... C'est dans l'ordre d'écriture en fait. Et en fait, là, tu vas pouvoir peux commencer faire par un host, script. tasks. Tu peux commencer par Là, une tu as plein de tasks. Ouais. Et ensuite, tu peux faire sur un autre host une autre task, et ensuite reprendre ce host-là si tu as besoin de faire une action après que les actions aient été faites sur le premier host. Auquel cas, tu remets host, le nom du host, et tu continues avec d'autres tasks. Exactement. Et du coup, en fonctionnant, ça te recrée une connexion. SSH. À chaque fois, c'est exécuté depuis ton poste, et ça fait juste une connexion SSH. Mais du coup, ça enregistre pas. Ça enregistre dans un Ansible log qui est configurable, que tu peux faire plus ou moins verbeux, mais vu que tu as déjà les sorties en fait en direct sur ton screen, normalement tu vois. Et il te récupère la sortie d'erreur, donc en soi le log tu l'as directement, même si tu vois pas défiler la commande. Donc ça oui, c'était le fichier YAML. Le Jinja c'est moins important, mais ça va nous permettre par exemple de prendre n'importe quelle syntaxe de n'importe quel fichier et d'interpoler des variables dedans. Ah, typiquement, nous c'était la problématique quand on a adopté Ansible là où j'étais, chez un hébergeur. On avait peur que les admins du coup n'aient plus que des variables en frontal et qu'ils ne sachent même plus comment intervenir sur la machine le jour où ils voient la vraie syntaxe du fichier, parce que c'est abstrait justement par cette couche que Ansible fait avec le YAML. Et du coup, en fait, on a décidé que pour toutes les configurations de tous les services, on utilisait le vrai fichier de configuration. Donc, par exemple, pour un PHP, on mettait le php.ini, on récupérait celui par défaut, et ensuite on mettait des variables et on permettait l'interpolation pour toutes les variables qu'on avait à remplir dans le rôle. Plutôt que d'utiliser le module Ansible développé pour... Genre, il y a un module Apache... Apache, il y en a un en l'occurrence qui va pouvoir faire des Apache, des Apache CTL. Mais non, je suis même pas sûr qu'il y ait de module Apache. Non. Il y a des rôles Apache, mais il n'y a pas de module Apache. En fait, ils suivent la philosophie de Keep It Simple. Donc pour eux, c'est vraiment Ansible, si tu arrives à l'utiliser et que tu as l'impression qu'il y a plein de features que tu n'utilises pas, c'est comme ça qu'il faut que tu l'utilises. Il ne faut pas que tu aies besoin de variables à l'extérieur. Tu peux pas te faire de for each par exemple. Là, tu peux pas faire un for each. Tu peux faire des for each. Dans les tasks, en fait, tu peux mettre des conditions, des for each, des boucles, tout ça. Un for each de host par exemple. Genre, tu as un pool de 10 hosts, et tu dois faire un for each. Un pool de 10 hosts. Un pool de pen. Ah ouais. Oui, alors justement, c'est là que je vais venir. Ça, c'était donc le playbook. Et il y a deux choses en Ansible. Tu as le playbook, donc le YAML qui est juste au-dessus, et on a l'inventaire. Je vous dis en anglais parce que dans le doc c'est en anglais. Inventory. En fait, le inventory, ça va être un fichier host. Je vais pas le faire. C'est un fichier host qui va lister absolument, ça regroupe les variables et le fichier host qu'utilise Ansible, pour savoir à quel serveur on va se connecter. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que quand on va faire des nouvelles machines sur Amazon, par exemple, on va avoir un identifiant qui sera EC2 IP address quelque chose Amazon AWS.com. Ça va être le nom qu'on va lui donner. Et du coup, nous, de notre côté, on va pouvoir surcharger le nom, enfin pas le surcharger, si, le surcharger juste pour que Ansible puisse l'identifier par un autre nom. Le mapper donc. Ouais, c'est ça. Donc le fichier host, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, je veux créer un groupe. On va avoir tout en haut le groupe All. Donc celui-là va contenir tous les autres groupes qui sont définis en dessous. Ensuite, je vais avoir Web Servers. Web, ça va être tous mes autres web, et tout ce
que je vais mettre ici, ça appartiendra au groupe web. Par contre, si je fais un autre groupe ici, ça appartiendra à ce groupe-là, ce qui est là. Pas au groupe web, mais ça appartiendra bien à All. De toute façon, All est défini implicitement. Tout ce qui est défini appartient à All. Par exemple, si on veut faire un apt-get sur tous nos autres updates, tout simple, on va le faire sur All. Ensuite, si on veut targeter juste nos serveurs web, on peut le faire sur le groupe web. Oui. C'est tout ce qui suit en fait, ta déclaration. Tu veux faire sur tout, tu le mettrais sous All. Là, tu aurais des... Oui, All, c'est toujours toutes les ressources. Ensuite, tu définis un groupe de crochet. Et tout ce qui suit. Et tout ce qui suit appartient uniquement à ce groupe-là. Et comment tu vas du coup dire que le host, tu veux que ce soit tous justement, les webs? Tu mets un name, nous on va l'appeler node 1, au hasard, hein, c'est pas une best practice. Et du coup là on va lui mettre soit IP adresse, soit hostname, et on peut lui remettre le nom qui nous était fourni par le cloud provider pour qu'il l'associe, nous en local, ce nom-là au nom réel du serveur avec lequel il va devoir établir la connexion SSH. Et du coup, ça va nous permettre de créer des groupes avec des noms un peu plus human-friendly qu'on aurait. Et après, on l'utilise dans le playbook. On ne l'utilise pas dans le playbook. En fait, il y a une structure de fichier que Ansible a définie que tu dois utiliser. Okay. En fait, typiquement, ce fichier host, il peut exister dans etc Ansible host, mais si jamais tu en as un en local dans le projet, il va surcharger les valeurs de celui de host. D'accord, mais du coup, comment tu dis applique ce playbook à tous les webs? Host, web. Ah voilà, c'est ça. C'est ce que disait Alexis. D'accord. D'accord. Pardon, j'avais pas compris la question. Et ça, du coup, là, il fait une sorte de for each. Parce qu'il va exécuter ton playbook en parallèle ou en séquentiel? Il va le faire en parallèle. En parallèle. En parallèle, ça se configure. Mais justement, le but, c'est que tu puisses réaliser les actions en parallèle. D'accord, mais si tu veux le faire en série, tu as une option qui te permet de te dire... Oui. De ne pas paralléliser les connexions, tu peux le faire. Typiquement, quand on le fait dans Vagrant, par défaut, il ne parallélise pas. Il y a un peu de configuration à faire pour qu'il pop toutes les machines avant de lancer le provisioning. Sinon, il monte une machine, il provisionne, il monte une machine, il provisionne. Voilà. Donc Ansible, il y a un binaire Windows aussi ou pas? Tu peux l'exécuter depuis Windows? Je ne pense pas. Ah. D'accord, tu sais pas en quoi c'est développé Ansible lui-même est développé en Python. D'accord. Maintenant, si ça doit exister sur Windows. Oui, on peut même piloter des machines Windows à travers une connexion WinRM, un truc comme ça. Je n'utilise jamais la connexion Windows. Je ne sais pas comment ça se fait. Remote desktop RD... Non, c'est vraiment un autre mode de connexion. Sorte de SSH version Windows. Implémenté en Python, oui, sans doute. Là, il faut que tu mettes un listener sur ton Windows, non? Sans doute. Ou alors il en a un par défaut qui est exploitable via Ansible. D'accord. Maintenant, Ansible, il permet pas. Enfin, les modules sont hyper variés. On ne va pas avoir uniquement du shell et des commandes shell. On va aussi avoir d'autres types de modules qui vont pouvoir parler avec l'API AWS, parler avec l'API de notre routeur si celui-ci est configurable et peut accepter des nouvelles routes par API. Ce qui serait bizarre, mais voilà pour l'exemple. Ça pourrait être employé. Comment après une task, par exemple, si tu modifies ton routeur, est-ce que tu peux récupérer un state de ton routeur alors, ce ne sera pas un state dans le sens où ce ne sera pas... Non, toutes les variables qui existent pendant le run d'Ansible, mais elles ne sont pas persistées dans mais pendant ton run. Alors, pendant mon run, par exemple, je mets shell... Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme retour? Je sais pas, il existe dans un fichier qui contient un truc qui t'intéresse à la fin de l'exécution de ton shell. Line in file. On a un module line in file qui va aller chercher, grepper une ligne dans un fichier. D'accord, donc c'est une task, tu mets line in file. Alors là, pour le coup, c'est un élément d'une tâche. C'est un élément d'une tâche, non? Tu peux pas grouper les tâches.
toutes les tâches, c'est juste. Les tasks, tu utilises un module, c'est une task. En fait, je l'ai écrit tout à l'heure comme ça, shell, avec la commande en dessous, mais tu peux aussi faire un truc comme ça, name, et ensuite mettre shell ici. Et ça, dans l'output, ça va te faire que ton name, ici, par exemple, installer Docker, il va te l'indiquer comme étant la task qui run en ce moment. Donc tu auras installé Docker et en dessous tu auras une petite bannière success si ça a réussi comme ton rôle le définit, soit tu vas le faire autrement. C'est quoi un rôle alors du coup? Alors ensuite un rôle du coup ça va être une collection de tasks et de variables qui sont packagées dans un rôle. Donc ça ressemble au module de Terraform, c'est un playbook. D'accord. C'est un playbook avec des variables prédéfinies, des jobs prédéfinis, des tasks prédéfinis. Et il y a une syntaxe particulière à respecter qu'Ansible définit, notamment dans l'organisation des fichiers, on va avoir slash. Bon, ça c'est la racine du projet. Dedans, on va avoir slash tasks. Ça va être où on va définir du coup vraiment les tasks à réaliser. Ensuite, on va avoir files. Ça peut être des fichiers plats qu'on a envie de copier sur nos autres. Ensuite, on va avoir template. Ça va être là où on va mettre nos Jinja. Et ensuite, en fait, toujours dans l'inventaire que je nommais tout à l'heure, on va avoir deux fichiers, deux dossiers, pardon. Group vars et host vars. Et à l'intérieur de ces dossiers, en fait, si je mets ici dans group vars web n'importe quel nom de fichier .yml, dedans je peux définir des variables. Donc juste par exemple Docker flavor docker-ce pour être sûr que je vais installer le paquet Docker CE. Et ici, vu que c'est dans le groupe web, dans groupe vars, il va l'appliquer uniquement sur les autres web. Enfin, il va prendre ces valeurs de variables uniquement pour le groupe web. Ensuite, si jamais, dans l'exemple, j'avais deux serveurs Node 1 et Node 2, ben, je vais pouvoir dire que je veux que Node 1, il ait les valeurs qui sont définies dans ce répertoire-là, et Node 2 ait d'autres valeurs définies dans un autre répertoire. Ce qui va nous permettre en fait de définir des variables pour le groupe, et ensuite, si jamais on a besoin de récupérer l'IP d'un serveur pour la mettre dans le premier et inversement, on va pouvoir le faire grâce aux variables qui vont ici. Ce que tu es en train de dessiner, c'est une arborescence de fichiers de rôle. Oui, mais c'est du fichier, c'est pas le contenu d'un YAML. Répertoire, et ici tu mets tes fichiers. Peu importe le nom du fichier, du moment que c'est un YAML qui correspond au nom d'un groupe défini dans le fichier host ou le nom d'une machine, ces variables vont être uniquement pour les autres dont le dossier, qui correspond au nom. D'accord. Et c'est dans Tasks que tu mets les playbooks. Dans Tasks, tu vas mettre les playbooks. Exactement. Voilà, je ne sais plus. Je ne sais pas où aller à partir de là avec les questions. Ça me... Le bureau. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je pense que c'est pas clair en fait, le truc en bas. C'est c'est pour quand tu veux. Ça reste relativement clair. Généraliser. Et du coup, les rôles, ça va servir à quoi? Au sein de notre playbook, on peut dire include tasks et appeler les tasks d'un autre rôle. Un répertoire. D'un rôle. Ouais, mais Du coup, ton rôle, c'est un répertoire. Du coup. Oui, c'est un répertoire ou un repo Git ou un repo Git. Plusieurs de manières de le référencer en fait. Mais j'aurais bien aimé pouvoir faire une démo, ça aurait été plus simple, mais on n'a pas d'écran. Non, mais c'est pas le point. Donc s'il y a des repos Git qui ont implémenté ça, tu peux rajouter leur task pour le déploiement. Pardon? Si tu as un repo Git, je sais pas, une dépendance qui est sur un repo Git et qu'il a implémenté les tasks via Ansible, tu
tu peux inclure ces tâches pour les déploiements. Tout à fait. Tu as aussi une commande Ansible Pull qui va directement prendre les fichiers d'un repo Git et exécuter Ansible dessus. D'accord. En fait, le paquet Ansible définit plusieurs binaires qu'on va pouvoir utiliser. Il y a Ansible tout seul, Ansible Pool, Ansible Playbook, Ansible Galaxy, c'est ce qui va nous permettre de gérer les rôles. Voilà, il y a quand même pas mal de commandes, mais il y en a surtout deux qu'on va utiliser principalement. Et ensuite, pour les variables qu'on va passer pour contrôler la réalisation des tasks et lui fournir les variables dont il a besoin, on va pouvoir le faire directement en ligne de commande, dans un fichier crypté. Il y a plusieurs moyens différents. Plusieurs moyens. Il y a aussi la commande Ansible Vol qui va nous permettre de volter des fichiers et donc de mettre des mots de passe sur un Git sans qu'ils soient exposables en dehors des personnes qui ont le mot de passe. Tu disais qu'il fallait que ton fichier soit idempotent, je sais pas quoi. Oui, donc l'idempotence, c'est important dans Ansible. Vu qu'à chaque fois, toutes les tasks sont réalisées les unes à la suite des autres, un peu comme du procédural, dans l'écriture des rôles et des playbooks, il faut s'assurer qu'une fois qu'on a runné ces tasks-là, si jamais, admettons, ici, il y a une erreur, le playbook va sortir ici, nous cracher l'erreur, et soit on va reprendre les commandes qui sont ici et aller finir à la main, ça c'est comme on faisait avant, et sinon Ansible définit l'idempotence. Alors l'idempotence, ça veut dire que si jamais par exemple je lance mon run, que ça fait ces actions-là, ça foire à celle-là, il faut que je puisse être capable de relancer les actions du dessus. Mais que celle-ci ne modifie pas ce qui avait été fait au premier run. Donc il détecte si oui ou non ça a déjà été installé pour ne pas le réexécuter. C'est cela. À toi de le coder. Par exemple, on va faire un écho dans un fichier, on va pouvoir lui dire, comme le fails when, on va pouvoir lui définir une condition create et le fichier. Et du coup, si on a déjà fait le écho dans le fichier, l'action ne va pas se réexécuter parce que le create va vérifier l'existence du fichier. S'il existe déjà, c'est qu'on a déjà écho dedans et donc que l'action a déjà été faite. En fait, il y a plein de switches qui vont nous permettre, même sur des actions, de bypasser la task. De bypasser la task pour que ce soit idempotent. Donc que ça ne réeffectue pas les actions ici. Par contre, il n'y a pas de contrôle de cache ou de checksum comme dans Docker. Enfin, je veux dire, lui, il va quand même réexécuter chaque task. Alors, dans Docker, il calcule une sorte de MD5 d'un truc qui a déjà été fait. Il va refaire chaque task. Tu n'as pas une option qui peut te dire, que à la première exécution? Genre, est-ce que si jamais c'est une réexécution, tu la fais pas? Tu n'as pas une option comme ça? Non, à ce moment-là, tu vas te définir un playbook qui ne sera à faire qu'à la première exécution. Ou alors, tu peux taguer, ici tu peux mettre un tag et mettre le point first run, et quand tu mettras ce tag, il y aura ces actions qui seront faites, mais si tu le relances et que c'est pas avec first run, ça fera que les autres actions. Donc, pareil, ça va nous permettre... Tu peux préciser des tags lors du lancement d'Ansible pour filtrer les tâches que tu veux faire. Typiquement, le rôle Docker, tu vas avoir tendance à faire un truc qui manage entièrement Docker, et qui va pouvoir te l'installer la première fois, mais la deuxième fois, qui va voir que tout est installé, et tu vas utiliser un autre tag, et ce sera juste « je veux que mon service soit démarré », soit up, si jamais il n'a pas redémarré quand tu as redémarré ton PC. Après, pour moi, c'est un rôle mal fait, mais je veux dire, Ansible te permet de le faire. Voilà, c'est assez modulable. Et comment tu gérerais mettre à jour et faire un reboot sur la machine et attendre que ça reboot? Il a un truc de... J'attends que ma connexion... En fait, dans host, tu peux définir localhost. Et tu peux lui dire, ok, tu vas utiliser le module ping, une task, qui utilisera le module ping, qui va timeout au bout de 10 minutes si jamais c'est un serveur qui met énormément de temps à rebooter. Et du coup, si ton serveur répond au ping dans un temps inférieur aux 10 minutes, ton run va pouvoir continuer. Maintenant, si ton serveur met 50 minutes à rebooter, il faudra que tu mettes 50 minutes. Mais là, il faut peut-être que tu changes de serveur. Voilà. Okay. Et donc, ensuite, tu vas pouvoir remettre d'autres hosts et reprendre des actions, rétablir une connexion et poursuivre
poursuivre ce que tu avais entrepris, quoi. D'accord. Ensuite, un autre truc utile, dans le module shell, les modules, on peut aussi les exécuter directement depuis la ligne de commande. Bon, c'est une syntaxe un peu particulière et en fait le YAML est tellement simple à comprendre que j'ai tendance à écrire des playbooks pour faire ça, mais c'est quand on a besoin de balancer des commandes sur tout un lot de serveurs, on peut le faire directement. C'est assez simple, c'est Ansible -m shell, donc utilisation du module shell et -a, et là on met notre commande bash directement. D'accord. Et on va pouvoir le faire. Donc tu fais un peu ta task à la mano, quoi. Mais là tu fais ta task à la mano, mais c'est vraiment tu as besoin de faire un apt-get update sur tous tes serveurs. Mais ça te permet d'utiliser tes hosts que tu as déjà définis. Ouais. C'est vachement bien. Et un dernier mise à jour de bilan social. Un dernier petit truc qui va être c'est clair. Ou les restarts. Les restarts je fais ma commande. Restart des serveurs. Ça serait pas mal. Ici, mettons, je mets une commande et j'ai besoin de me servir de l'output pour fournir une variable à une action qui va arriver plus tard dans le run. Je vais pouvoir faire ici un register. Je vais lui donner un nom, par exemple commande résulte. Et du coup, je vais pouvoir me référer à commande résulte dans une autre tâche pour qu'il interpole la variable. D'accord, ouais. C'est comme ça que tu... Mais quelle valeur elle va obtenir ton truc? Bah là, en l'occurrence, ça va être l'output parce que c'est avec le module shell. Ouais. Mais dans apt, tu aurais d'autres. Ouais, d'accord. En fait, chaque ça dépend du module. définit des valeurs de sortie que tu peux récupérer dans le register. Ok. Et du coup, ça, par contre, ça existe que pendant que tu fais le run. Du coup, il n'y a pas de... c'est pas stateful. Ok. Bah merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah merci. Oui, de rien.